Monsieur Habib. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, évidemment, aucun enfant ne naît ni raciste, ni antisémite. Et on le sait tous, c'est pour ça que, évidemment, l'éducation est tellement importante. Il y a évidemment les sanctions, la prévention, mais l'éducation, c'est tout. Or, aujourd'hui, ça a été précisé par beaucoup de mes collègues de part et d'autre, dans de nombreuses écoles de la République, des élèves ont refusé d'écouter la minute de silence. Après les attentats de janvier, l'enseignement de la Shoah est parfois impossible. Il y a des propos antisionistes et antisémites qui fusent, sans parfois conséquence, parce qu'il y a beaucoup de cas. Le mot juif, parfois devenu une insulte. C'est la réalité. Aujourd'hui, le problème du terrorisme djihadiste et de ce nouvel antisémitisme qui est l'antisionisme ne sont pas séparables. On l'a vu, hélas, avec Mohamed Merah. On l'a vu avec Coulibaly, le tueur de l'hypercacher, qui ont justifié leur acte au-delà de leur référence djihadiste par un rappel à ce qui se passe en Israël et dans les territoires palestiniens. Or, vous étiez à côté du Premier ministre le 17 avril dernier à Créteil pour la présentation du plan du gouvernement contre le racisme et l'antisémitisme. J'ai écouté aussi avec beaucoup d'attention, et je ne doute pas de votre détermination, vous-même, comme celle du Premier ministre. Mais à aucun moment donné, le mot d'antisionisme a été prononcé. Or, pour combattre un mal, il faut en déterminer la cause. Le Premier ministre l'a dit. Il l'a dit avant, il l'a dit après, ça n'a pas été dit dans sa conférence de presse. D'où ma question, comment... alors, je ne parle même pas des universités. C'est de voie pire, parce que, évidemment, dans certaines universités, on ne peut même plus enseigner l'hébreu, par exemple. J'avais écrit à l'ancienne ministre des universités à ce sujet. Donc, comment comptez-vous définir une ligne rouge pour accompagner les personnels éducatifs qui vont être chargés de mettre en œuvre ce plan et former les citoyens de demain? Quelles sont les lignes rouges et les instructions que vous allez donner au personnel éducatif pour combattre justement cet antisémitisme et cet antisionisme? Quelles règles vous allez apporter? Quelles sanctions il va y avoir? Est-ce que vous ne pensez pas, puisque vous avez demandé d'avoir quelques idées, il y a une excellente initiative, Madame Laetitia Benzaten, vous savez, qui a perdu son fils dans les attentats tragiques de Montauban, était tout récemment, la semaine dernière, encore en Israël, avec des jeunes issus de l'immigration, des jeunes issus de la diversité. C'était une initiative extraordinaire. La semaine prochaine, l'imam Chalgoumi part en Israël. Et ça, c'est ça qui s'appelle le vivre ensemble. Donc, c'est des pistes. On pourrait imaginer aussi que tous les enfants aillent au moins une fois dans leur vie je sais que ça existe, par exemple, je crois, dans la police. Beaucoup d'officiers de sécurité me disent que ils doivent aller au mémorial de la Shoah. Ça fait partie de leur formation. Pour ne pas imaginer, je sais que c'est compliqué, il y a des dizaines de milliers de classes, que toutes les classes, au moins une fois dans leur vie, aillent, à défaut d'aller à Auschwitz, mais au mémorial de la Shoah. Ce sont des pistes. J'aimerais vous écouter sur toutes ces questions. Oui, je vais commencer par ce que vous avez évoqué au sujet de l'hébreu qui serait difficile à enseigner dans les universités. On a un cas particulier, en effet, sur lequel vous aviez alerté le ministère, qui est Paris 8 et la fermeture du département d'hébreu par l'université, qui était liée à une baisse d'effectifs étudiants. C'est simplement pour rappeler objectivement les faits. Pour autant, comme je le disais lundi, justement, dans ce colloque que j'avais organisé avec la conférence des présidents d'université et le CNRS, il m'importe véritablement de développer un certain nombre de disciplines dites rares. Elle en fait partie, tout comme d'ailleurs l'islamologie peut en faire partie, qui nous sont indispensables aujourd'hui pour éclairer justement un certain nombre de ces fractures de société que l'on évoque depuis tout à l'heure et qui ont perdu beaucoup d'effectifs depuis des années. On a de moins en moins d'enseignants-chercheurs sur ces thématiques-là. Et donc, j'ai une politique volontariste pour créer des postes d'enseignants-chercheurs sur ces disciplines rares. Donc, on peut regarder ce cas précis, mais nous sommes en train d'y travailler. Pour le reste, vous avez fait allusion au plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui, moi, me semblait être un engagement quand même très ferme de la part de ce gouvernement contre
tout type de racisme et d'antisémitisme. C'est vrai qu'il existe une nouvelle forme d'antisémitisme aujourd'hui et qu'il faut savoir en effet appréhender toutes ces dimensions pour mieux la combattre, je suis d'accord. En tout état de cause, quels que soient les mots qu'on utilise, sachez que les sanctions et la fermeté seront la même de toute façon. C'est ce qui est prévu par le plan et que le travail de prévention et d'éducation est aussi dans le plan, et notamment cette idée d'emmener des établissements scolaires dans des lieux mémoriels qui est prévu, qui est demandé expressément aux établissements, et on veillera à ce que, au cours d'une scolarité, un enfant ait, à un moment ou à un autre, cette expérience qui puisse lui être offerte. Donc oui, cela fait partie. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, nous finançons et nous aidons le mémorial et son directeur, parce que nous estimons que c'est un outil éducatif extrêmement important. Pour le reste, vous avez évoqué les difficultés que l'on peut connaître, encore une fois, à l'égard de l'enseignement de la Shoah. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai fait allusion au rapport Aubin qui date maintenant déjà de 10 ans. Tout ce qu'on a entrepris, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la laïcité, sur l'enseignement laïque du fait religieux, sur le fait de renforcer les équipes pédagogiques par des référents laïcité, de passer des consignes claires aux établissements pour que l'on ne minimise plus ce type d'incident, sert à répondre à ces difficultés-là. On ne peut pas laisser dire que l'éducation nationale se satisfasse d'une situation où dans un établissement, un enseignement pourrait être contesté, et d'ailleurs des enseignements contestés, il peut y en avoir aussi en sciences, par exemple, certains sur la base de théories créationnistes, mettant en cause ce qui est dit par le professeur. On ne peut rien laisser passer de cela. Ces types de contestations sont aujourd'hui nourris beaucoup par ce qui circule sur Internet, par les théories du complot que j'évoquais tout à l'heure notamment, mais aussi par une désinformation très fréquente. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur l'éducation aux médias et au numérique que nous introduisons. Et je redis ici que le collège 2016, ce sera aussi le collège où le numérique fera véritablement son apparition, pas simplement pour apprendre aux élèves à maîtriser les outils, mais aussi pour développer l'esprit critique face au numérique des élèves. Donc c'est vraiment des sujets que nous avons pris à bras-le-corps. Je ne dis pas que tout est parfait aujourd'hui, mais je dis que, les enseignants ne sont pas laissés seuls face à ces difficultés, que nous leur apportons de l'aide des professionnels aguerris, que nous formons pour cela. 2, qu'il y a des nouveaux enseignements, et en particulier l'enseignement moral et civique ou l'enseignement laïque du fait religieux, qui sont renforcés pour transmettre des choses aux élèves. Et puis 3, qu'il y a une consigne de fermeté à l'égard de chacun de ces incidents, qui peut-être n'a pas été aussi claire dans le passé. Voilà. Les sanctions peuvent aller très loin. On a eu, par exemple, dans les contestations de minutes de silence qui ont suivi janvier, on a eu des exclusions. Dans la mesure du... Et puis, bien sûr, il y a eu des condamnations, quand la justice a été saisie. Mais en tout cas, s'agissant des sanctions éducatives, on est allé jusqu'à l'exclusion. Dans la mesure du possible, l'éducation cherche toujours à avoir un dialogue éducatif quand même, à conserver les élèves, évidemment, au sein de l'école plutôt qu'à les en rejeter, mais lorsque cela se justifie, on peut aller très loin. Merci Madame la Ministre. Avant de passer... Pardonnez-moi, excusez-moi, mais juste sur cette question des sanctions, nous souhaitons aussi développer davantage qu'on le fait aujourd'hui les sanctions dites de responsabilité éducative, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, les élèves qui auront provoqué tel ou tel incident puissent être accueillis dans des associations. Typiquement, un élève qui aura tenu des propos antisémites ou racistes puisse être accueilli dans une association qui lutte contre l'antisémitisme ou le racisme, pour la voir fonctionner au quotidien, et puis pour qu'il y ait quand même une vertu éducative. Donc je pense que c'est aussi ces mesures de responsabilisation que nous devons développer, et c'est l'instruction qui a été donnée au rectorat là encore. Combien, Madame la Ministre, de phénomènes de perturbation de la minute de silence avez-vous pu recenser? Est-ce que vous avez ce chiffre avant de passer la parole à Monsieur Pratt? Oui, pardonnez-moi. On en avait recensé, en effet, dans les jours qui ont suivi la minute de silence, aux alentours de 200.
qui n'ont pas d'ailleurs tous la même dimension ou la même importance. Il faut évidemment distinguer ce qui relève de l'interrogation, de la contestation, de la perturbation véritable. Donc 200, c'est un chiffre global pour dire que voilà, dans 200 situations, eh bien, nous avons eu des élèves qui ne comprenaient pas ce qui leur était demandé ou qui ne l'acceptaient pas.